Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal du 26 septembre. En préalable, je voulais souhaiter au nom de l'ensemble des élus, je pense, bienvenue à Audrey Pelors, qui nous rejoint de nouveau au sein de ce conseil municipal pour nous assister dans nos délibérations. Et puis, sans attendre, on va commencer par désigner un secrétaire de séance. Florence. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose d'acclamer Florence comme secrétaire de séance. Merci à tous. Je vais vous donner la liste des pouvoirs. Magali Bazia donne pouvoir à moi-même. Audrey Lambert donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Nadège Caléjon donne son pouvoir à Brigitte Mangionne. Sophie Thévenet donne son pouvoir à Renaud Antoine. Et Maud Salène donne son pouvoir à Bernard Durand. Voilà, ceci étant dit, je vous propose d'approuver le compte-rendu du précédent conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et on va passer à l'ordre du jour avec la première délibération qui passionne, j'imagine, tout le monde, qui concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2024. Je n'avais pas prévu de vous lire tout, donc juste pour vous rappeler que la loi NOTRe a revu un peu l'organisation des collectivités territoriales et qu'ils ont décidé de revoir le cadre et les règles budgétaires et comptables qui s'appliquaient jusqu'à présent, principalement dans les métropoles, et que du coup ça s'est étendu également aux autres collectivités locales. L'objectif étant d'harmoniser les différentes nomenclatures. On avait la M14 pour les communes, que tout le monde connaît. Il y avait la M52 pour les départements, la M71 pour les régions et la M57 pour les métropoles. Et donc, il est proposé de fusionner tout ça en une nomenclature commune à tous de M57. En sachant qu'il y a des variables pour les communes de moins de 3500 habitants qui peuvent appliquer une M57 abrégée, en sachant que nous avons souhaité nous garder la M57 développée dans la mesure où on n'est pas loin des 3500 habitants et qu'en termes d'analyse, ce sera plus simple pour nous d'avoir une M57 traditionnelle, entre guillemets. Voilà, les modes de gestion. Il y a un certain nombre de nouveautés qui concernent principalement au principe d'amortissement et d'amortissement de l'ensemble des biens qui n'étaient pas aussi présentes jusqu'à présent. Et voilà, en sachant que, bien entendu, est proposé que les biens dont le coût unitaire TTC est inférieur à 1 500 € soient amortis selon la règle linéaire, soit un amortissement à compter du 1er janvier N+1. Les biens feront l'objet d'un suivi globalisé. Il vous est proposé la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour le budget principal et le budget du CCS à compter du 1er janvier 2024, de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2024 et de déroger à la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur faisant l'objet d'un suivant globalisé d'un montant inférieur à 1 500 € et indique que les durées d'amortissement seront celles qui étaient antérieurement pratiquées dans la collectivité. Voilà ce sur quoi il vous est demandé de vous prononcer. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération technique? Oui, pardon, je vous ai dit une bêtise. Non, je suis désolé, c'est abrégé, ouais. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas d'autres questions? La dérogation pour les biens en dessous de 1500, c'est définitif, c'est à long terme ou c'est juste pour une année? C'est, pour l'instant, c'est comme ça. Je
nouvelle instruction, parce que ça, c'est prévu dans la comptabilité publique. C'est plus le 1500. Le montant est validé avec la TP. 500 euros, c'est une somme qui correspond aux usages. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est l'avenant numéro 1 au contrat de délégation de service public de la gestion du centre de loisirs sans hébergement et du périscolaire. Juste pour rappeler que dans le cadre de l'encadrement et l'animation du centre de loisirs, donc nous avons une DSP qui est confiée à l'IFAC, et que nous avions fait ça par délégation lors du conseil municipal du 31 mai 2022. Et il vous est proposé le projet d'avenant numéro 1 qui est annexé à la délibération. Rappelez que la commission de délégation du service public s'est réunie le 19 septembre 2023 et que le contrat d'attribution qui faisait référence à un indice de révision des prix obsolètes à la date de consultation et qui contient également quelques erreurs matérielles qu'il convient de corriger par l'avenant. Voilà, l'objectif, c'est d'actualiser l'indice de révision et de corriger quelques petites coquilles qu'il y avait dans la délégation, dans le contrat qu'on a signé là, au mois de juin de l'année dernière. Est-ce que ça a apporté quelques questions? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. La délibération d'après le rapport du mandataire commune du Fontanil au sein de la SPL ALEC Grande Région Grenoble-Alpes pour l'exercice 2022. Et je vais donner la parole à Bernard Durand qui va vous présenter, puisque c'est notre représentant au sein de la SPL ALEC. Objet de la présente délit, la pour objectif de renforcer l'information. Pour les représentants nommés au sein du conseil d'administration de l'Assemblée spéciale, de renforcer le contrôle analogue de la SPL et de s'assurer que la SPL ALEC agit en conformité avec les positions et les actions engagées par la collectivité. La date de création de la SPL, c'est le 20 février 2020. Le président, Madame Dominique Chédine de Grenoble Métropole. Elle est directrice générale, Madame Marie Filol. 44 salariés, équivalent 36,8 emplois temps plein. Et un agent mis à dispo par Grenoble-Alpes Métropole représentant 0,81 équivalent temps plein. Les principales activités de l'ALEC au titre du SPEE, accompagner les habitants, conseil en matière de transition énergétique et de sobriété. J'ai des lunettes, je suis désolé, qui ne sont pas très efficaces. Il y a 6 000 ménages qui ont été conseillés en 2022. Accompagnement à la rénovation des logements privés. 600 accompagnements en 2022, 590 maisons rénovées depuis 2018. L'objectif, Plan Climat en prévoit quand même 9 000. Je disais accompagnement à la rénovation des logements privés à travers les dispositifs Murmure pour les maisons individuelles et pour les copropriétés. Incitation au renouvellement des appareils de chauffage au bois non performants dans le cadre de la prime Airbois. 500 appareils ont été remplacés en 2022, 3 000 appareils renouvelés depuis 2015. L'objectif, Plan Climat aussi, de 9 000. Au niveau des collectivités entreprises, il s'agit d'accompagner les communes à la maîtrise des consommations d'énergie de leur patrimoine. Conseil en énergie partagée, c'est ce dont la commune du Fontanil profite. 39 communes usagers du service public. Accompagnement des entreprises aussi dans le cadre du dispositif Murmure. 140 entreprises ont été conseillées en 2022. Et développement des énergies renouvelables thermiques. Il y a eu 76 accompagnements en 2022. L'ALEC accompagne aussi la mise en œuvre du
plan climat, air, énergie métropolitain. Alors, le plan climat, je rappelle qu'il va de 2020 à 2030. Il prévoit 50%, diminution de 50% de gaz à effet de serre, de 40% en consommation d'énergie et moins 70% de CO2. 60% de particules fines en moins et 52% de composés organiques en moins. L'ALEC appuie aussi la mise en œuvre des politiques énergie-climat des actionnaires à travers des actions variées pour le compte des collectivités et notamment la sensibilisation et mobilisation des habitants et la formation et la mobilisation des agents, des élus et des acteurs relais. Durant l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a contractualisé 14 marchés avec GAM, 18 marchés avec d'autres actionnaires, communes et départements. Son activité est en hausse en raison de nouveaux marchés confiés par les actionnaires à la société. L'activité est en hausse aussi en raison d'une demande forte de la part des usagers du service métropolitain, notamment en raison du conflit russo-ukrainien qui a entraîné de fortes tensions sur les prix de l'énergie et un risque sur l'approvisionnement. Les perspectives de développement, l'activité prévue pour l'exercice 2023 est en baisse en raison de la montée en puissance progressive des objectifs du SPEE. Les lunettes vraiment de la montée en puissance progressive des objectifs du SPEE, d'un contexte globalement favorable au projet dans le domaine de la transition énergétique, dont la hausse des prix de l'énergie. L'ALEC a également entrepris un travail qui devrait s'effectuer à partir de 2023, un travail de mise en visibilité des actions mobilisables par ces collectivités actionnaires, avec la réalisation d'un catalogue présentant ces offres de services, catalogue composé d'un volet patrimoine, un volet mobilisation des habitants. Elle a aussi entrepris un travail de réflexion sur une diversification de ses activités, sur l'accompagnement des politiques climatiques des collectivités. Le CEAD a acté le développement d'une offre sur les thématiques de la gestion de la ressource en eau et sur la végétalisation, déminéralisation et création de zones de fraîcheur. Quelques mots sur la situation financière de la SPL ALEC. Le chiffre d'affaires est de 2 210 118, en gros plus 1,15% par rapport à 2021. Le total produit d'exploitation est de 2 315 860. Le nombre équivalent temps plein moyen sur l'exercice est de 37,6, en gros 12,7% par rapport à 2021. Total charges d'exploitation 2 307 905, essentiellement des charges de personnel mises à disposition 89%. Trésorerie 196 505 euros, moins 15% par rapport à 2021. La situation de la société SN. Les excédents dégagés lors des 2 premiers exercices ont permis de financer la croissance de l'activité, notamment la structuration d'une nouvelle organisation interne et la prise à bail de 2 plateaux successifs de bureaux supplémentaires. Un travail de sécurisation du modèle économique de la SPL ALEC a été conduit en 2022 afin de fiabiliser le calcul des coûts et de fixer le niveau des prix de vente aux actionnaires pour les 3 ans à venir dans une logique d'équilibre entre le besoin de rentabilité de la société et de la maîtrise des coûts pour les budgets des collectivités. Le chiffre d'affaires par activité pour les 3 premiers exercices est ainsi réparti. 1 900 000 euros en ce qui concerne les marchés métro SPEE, 270 000 euros pour les marchés métro hors SPEE et environ 220 000 euros pour les marchés autres actionnaires et autres financements sur projet. Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 prévoient de porter les produits d'exploitation à 3 millions d'euros hors taxes, en hausse de 36% par rapport à 2022, avec un résultat très proche de l'équilibre.
Quant à l'actionnariat, les cessions d'actions intervenues au cours de l'exercice 2022 sont, il y a une action qui a été cession d'une action plutôt de gamme à la commune de Volnavet-le-Bas pour un prix unitaire de 500 euros et aussi une action cédée au Civum du Néron pour un prix unitaire aussi de 500 euros. Relations contractuelles et financières entre la SPL ALEC et la collectivité, c'est-à-dire nous, au Fontanil. Alors, je rappelle qu'on bénéficie, donc j'en ai parlé avant, du conseil en énergie partagée. Au cours de l'exercice, le Fontanil n'a conclu aucun contrat avec la SPL ALEC parce qu'en 2022, on n'avait pas souscrit de pacte en conseil énergie partagée, tout simplement. Donc, il n'a été accordé aucune garantie d'emprunt, aucune avance en compte courant d'associés pour le Fontanil. La SPL ALEC n'a procédé à aucune distribution de dividendes. Les principaux risques et incertitudes. Le principal risque est lié au fait que le taux de réalisation de l'activité est en partie dépendant du nombre de sollicitations des usagers du SPEE. Ces sollicitations sont depuis la mise en route de la société en augmentation constante. Les autres risques et incertitudes ayant pesé sur l'exercice sont relatifs au délai de recrutement allongé dans un secteur porteur avec beaucoup d'offres à pourvoir. Le contrôle interne. Alors, afin de prévenir les risques de corruption et de veiller à la bonne utilisation de l'argent public, ALEC a mis en place une procédure de mise en concurrence pour ses achats inférieurs au seuil de la commande publique. La commission d'appel d'offres est réunie pour les marchés supérieurs à 15 000 euros hors taxes. Les contrôles externes, la SPL ALEC rend compte annuellement de son activité dans le groupe de travail du SPE, organisé par la métro et dans les commissions de contrôle financier de Grenoble-Alpes Métropole et de la ville de Grenoble. Chaque marché fait l'objet d'un contrôle de service fait de la part du commanditaire. L'actionnariat gamme Grenoble-Alpes Métropole est l'actionnaire majoritaire à hauteur de 757 actions pour un capital de 378 500 euros et gamme détient 63% du capital. Nous, la ville du Cornillon, on a une action à hauteur de 500 euros et on possède 0,08% du capital à l'instar des 41 autres communes du Civum. Quelques mots sur les dirigeants. Ce sont les administrateurs, multipliés. Il y en a 15 qui sont aussi les actionnaires majoritaires. Grenoble-Alpes Métropole, le vice-président Lionel Picolet, il y a 2 vice-présidents, et Dominique Cheblin. L'Assemblée spéciale, les représentants de l'Assemblée spéciale sont Cécile Bennec de Saint-Martin-Vivino. Les représentants à l'Assemblée spéciale, votre serviteur pour la ville du Fontanil depuis le 36-2020. Et la présidente de l'Assemblée spéciale, c'est Cécile Bennec, aussi de la ville de Saint-Martin-de-Vino, plus proche de nous. Marie Filleul est donc directrice générale. Organisation de la gouvernance. Conformément aux dispositions de l'article 225-37-4 du Code du commerce, le conseil d'administration a opté pour la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. La présidente du conseil d'administration, représentée par Madame Dominique Cheblin, a été désignée par délibération du conseil d'administration du 10 novembre 2020 et la directrice générale, Madame Marie Filleul, a été désignée par délibération du conseil d'administration du 20 février 2020 aussi. Les rémunérations, le montant de la rémunération brute annuelle perçue par la directrice générale s'élève à 9 600 euros pour l'exercice 2020. Il est précisé que la présidente du conseil, Madame Cheblin, n'a pas perçu de rémunération au titre de l'exercice 2022. Bilan de la gouvernance et contrôle. Les instances de la société se sont réunies aux dates suivantes.
Le 22 juin pour l'AG ordinaire annuel, le 18 janvier, le 2 mai, le 11 octobre et le 6 décembre pour l'Assemblée spéciale, le 19 janvier, le 3 mai, le 13 octobre et le 8 décembre pour le CA. Donc en dessous, il y a toutes mes participations, si je puis dire. J'en ai fait 2 en visioconférence et la dernière, donc j'ai donné procuration parce qu'il était absent. Aux fins de faciliter l'exercice de contrôle analogue par ses actionnaires, contrôle analogue, donc c'est contrôle du mandataire sur le mandant. Et il est également à rappeler que la SPL-ALEC a mis en place, comme prévu dans son règlement intérieur, un comité opérationnel qui réunit des administrateurs et techniciens de la SPL-ALEC. Donc il y a 5 administrateurs et 2 techniciens. Ce comité opérationnel est chargé de préparer, d'étudier et d'assurer le suivi des marchés, d'étudier, d'évaluer et d'assurer une veille et proposer des actions sur l'ensemble des sujets ayant trait à la vie sociale de la société, de formuler un avis sur les projets d'opération et d'assurer un rôle de veille et d'alerte sur les aspects déontologiques. Une commission d'appel d'offres qui est composée de 3 membres désignés par le conseil d'administration parmi les actionnaires, qui a pour objet de donner un avis sur les marchés conclus qui dépassent 15 000 € hors taxe. Et aussi un comité consultatif partenarial composé des partenaires de l'environnement technique, scientifique, économique et institutionnel des activités de l'SPL-ALEC. Un comité, pour finir, d'orientation de l'œuvre commune, le COOC, qui est ouvert à l'ensemble des communes actionnaires, dont nous, élus et techniciens, qui a pour objet de participer à la construction de l'offre de services du SPE métropolitain à l'attention des communes et d'élaborer l'offre de services aux communes proposée par la SPL en dehors du SPE. Ce comité s'est réuni le 1er février 2022. Et aussi, à cette délibération sont annexés le rapport de gestion de l'ALEC et les rapports des commissaires aux comptes concernant l'année 2022. Si ça intéresse quelqu'un, je les ai agrafés, je les ai sortis en impression, donc je les ai là. Et donc, en vertu des dispositions de l'article 1524-5 du CGCT, il est proposé au CM de prendre acte des éléments transmis par le représentant de la collectivité. Merci Bernard pour cette présentation. Il y avait des questions, des demandes de précision. Non, tout est clair. Dans le rapport, il est mentionné que le CIVOM est actionnaire, donc il y a le CIVOM a pris une action. Oui. Est-ce qu'il y aura des actions particulières de la part du CIVOM sur les bâtiments qui sont gérés par le CIVOM à l'avenir ? C'était l'objectif du fait de prendre une action au niveau du CIVOM. Donc les actions sont déjà en cours. Donc il y a des actions la première qui a été confiée, c'était sur la partie. On va retravailler sur la piscine, mais ça avait été déjà engagé déjà par la ville de Saint-Égrève. Et on travaille aussi sur les futurs gymnases Jeannie Longo qui va être refait dans les années à venir. Après, il y a un travail plus de fond sur l'ensemble des bâtiments CIVOM qui sera fait. En sachant que, comme c'est ressorti un peu du rapport que vous a fait Bernard, l'activité de l'ALEC est en croissance comme ça. Donc ils ont beau embaucher des techniciens, mais il leur faut un peu de temps pour tout digérer, puisque, comme c'est dit dans le rapport, hein, la crise énergétique a fait toutes les communes se sont réveillées, forcément, plus vite, ou de manière plus intensive. Ils ont demandé de l'aide à l'ALEC, et voilà, l'ALEC essaye d'être sur tous les fronts à la fois, mais on ne peut pas tout faire malgré tout. Donc voilà, donc sur le CIVOM, oui, il y a bien des actions qui sont menées, pas des missions qui sont confiées. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de prendre acte. Oui. Dans le rapport, donc ça n'a pas été mentionné ce soir, mais j'ai lu qu'il y avait notamment un défi des écoles à énergie positive. Donc, je voulais savoir en quoi ça consistait et si le Fontenil allait s'inscrire dans cette démarche en 2024 ou en 2025. Pas noté, j'ai fait la passe dessus, alors non, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus.
Bon, c'est pas, pour l'instant, on ne s'est pas inscrit dans ce cadre-là, à voir si on pourra l'intégrer ou pas. Très franchement, le sujet n'a pas été à ce jour étudié. On vous dira s'il y a une évolution de ce côté-là. Pas d'autres questions? Eh ben, je vous propose d'acter le fait qu'on vous ait présenté ce rapport de l'ALEC. Voilà. Merci. Et on va du coup passer à la délibération suivante, qui est l'adhésion à la présentation de services d'instruction des ADS proposés par Grenoble-Alpes Métropole. Et je donne la parole à Jean-Louis Berger. En application des dispositions du Code de l'urbanisme, 23 communes membres de la métropole ont confié par convention l'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols, ADSR, déposées sur leur territoire à la plateforme d'instruction métropolitaine mise en place par les délibérations du 24 mai 2015, du 27 mai 2016 et du 9 février 2018. La commune du Fontanil adhère à cette prestation et dispose d'une convention avec Grenoble-Alpes Métropole. Cette plateforme fonctionne sous la forme d'une prestation de service en mobilisant les instructeurs spécifiquement recrutés par la métropole. Par ce dispositif à la carte, les communes concernées ont pu choisir les dossiers transmis au service d'instruction métropolitain, la tarification se calculant en fonction du type et du nombre d'actes traités. Ce dispositif de prestation de service a été actualisé par délibération du Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole en date du 12 juillet 2023. Cette modification du dispositif porte sur la durée de la convention et l'actualisation des coûts liés à l'instruction qui n'avait pas été revue depuis la création de la prestation en 2015. Pour les communes assurant elles-mêmes l'instruction de leur autorisation mais souhaitant conserver la possibilité de transmettre de manière exceptionnelle un dossier à l'unité d'autorisation du droit des sols, le dispositif permettant la prise en charge d'un dossier isolé est maintenu et considéré comme exceptionnel au sens du dispositif de prise en charge d'un dossier isolé, le traitement de 2 dossiers maximum par an et par commune. La durée de la convention, initialement fixée pour 3 ans, est ramenée à 1 an. La possibilité de renouveler la convention d'une année supplémentaire par la signature d'une nouvelle convention est maintenue. Cette évolution est liée au projet de transformation de cette prestation de service en commun d'instruction des ADS à l'horizon 2024. Le tarif proposé est également actualisé pour intégrer l'évolution globale des prix enregistrés depuis 2015, calculé sur l'évolution de l'indice Synthé. Ce tarif est ainsi fixé à 1053 par acte, 900 € dans la formule précédente. Et les actes concernés sont ceux relevant du champ du permis pour tous les permis, permis d'aménager, permis de construire, etc. La convention en vigueur qui lie la commune à Grenoble-Alpes Métropole étant issue au 30 septembre 2023, le nouveau dispositif pourra prendre effet au 1er octobre 2023 par la signature d'une nouvelle convention telle qu'annoncée à la présente délib. Donc, vu le code de l'urbanisme, vu la délib de Grenoble-Alpes Métropole en date du 12 juillet 2023, vu le projet de convention joint en annexe, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de prestation de services. La présidente de la délibérée décide de recourir au service métropolitain pour l'instruction des demandes d'autorisation du droit du sol et approuve la convention de prestation de services pour l'adhésion au dispositif d'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols proposé par Grenoble-Alpes Métropole et autorise M. le maire ou son représentant à signer.
une petite explication, c'est que sur la commune, on a décidé, par exemple, on a un dossier, le dossier des Schneider, là, qui se présente pour nous, et on a décidé de prendre ce service-là pour autoriser l'étude de ce terrain. Comme c'est un dossier un peu compliqué, les inspecteurs de métropole sont plus sur le terrain. On a droit à 2 dossiers par an. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Bah, je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. La délibération suivante est également une convention territoriale globale gamme Nord, donc qui concerne la CAF. Donc ça sera une co-signature de la CAF, du président du département et des 6 communes du périmètre du Sivom du Néron, que vous connaissez bien. Voilà, rappelez que les CAF sont nées d'une volonté d'apporter une aide à toutes les familles dans leur diversité. Donc avec 4 missions emblématiques de la branche famille: aider les familles à concilier la vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle, et accompagner les familles pour améliorer le cadre de vie et leurs conditions dans le logement. Donc au fur et à mesure, les choses se sont étoffées. Donc il a été décidé de regrouper les conventions qui étaient communales et les étendre, les regrouper sur un périmètre plus grand. Donc pour ce qui nous concerne, on est, comme je le disais tout à l'heure, regroupé avec les 5 communes qui sont autour de nous. Et dans ce cadre, donc, on signe une convention territoriale globale, qui est une démarche stratégique et partenariale qui a pour objet d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. Voilà, en mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses partagées à l'échelon départemental permettront de situer le territoire de la façon suivante: les caractéristiques territoriales, l'offre des structures de proximité, d'équipement et de famille et de services aux familles, les territoires avec les bassins de vie et les champs d'intervention prioritaires, les objectifs communs de développement et de coordination des actions qui concernent l'accès aux droits et aux services, l'accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l'accès et le maintien dans le logement, l'aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre l'exclusion, l'accompagnement des familles en difficulté et bien entendu les degrés d'intervention de chaque partenaire sur les champs d'intervention communs. C'est dans ce cadre-là que la présente convention vise à mettre en œuvre de façon coordonnée avec le soutien des partenaires le projet stratégique global du territoire à l'égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Ce projet est établi à partir du diagnostic partagé tenant en compte de l'ensemble des problématiques du territoire. Elle a pour objet d'identifier les besoins prioritaires du regroupement des communes, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'état offre besoin, de pérenniser et optimiser l'offre de services existante par une mobilisation des cofinancements et de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants. Voilà, donc il vous est annexé bien entendu la présente convention qui reprend
bilan des actions et des services offerts par chacune des communes. Vous avez pu le lire, bien entendu, entre la taille des communes, les services ne sont pas tous de la même importance. Voilà, ça vise à recenser les choses et essayer de trouver des passerelles communes et des actions communes qu'on pourrait développer durant cette convention qui va se poursuivre pour 3 ans. Si je ne m'abuse. Du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2026, sachant qu'on en avait parlé l'année dernière quand on avait signé les projets d'études qu'on avait lancés, sachant que sur cette fois-ci, on le signera avant le 31 décembre 2023 et qu'elle était rétroactive au 1er janvier 2023. Voilà. Donc elle sera vraiment effective sur 2024 à 2026. Est-ce qu'il y avait des questions? Quand on lit la convention, on voit sur la commune du Fontanil, il y a des thèmes qui sont énumérés. Est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes qui vont être mises en place? Vous avez déjà CCCAS qui va s'en occuper, Oui. j'imagine. Est-ce que déjà il y a, par exemple, sur l'accompagnement des seniors ou sur ça c'est des grands thèmes, mais concrètement, est-ce qu'il y a déjà des choses? Il y a un certain nombre d'actions qui existent déjà, et après des actions qui vont se développer dans les années à venir. Là, l'idée, c'était déjà de recenser. L'objectif de l'étude qui a été faite par le cabinet qui a été missionné, c'était de bien recenser les forces et faiblesses, je ne sais pas si c'est forcément, mais recenser ce qui se faisait dans chaque commune. Et puis après, oui, il y a des actions qu'on a déjà engagées, et il y en a qui vont monter aux puissances dans les années à venir, ou dans les mois à venir, ou dans les semaines à venir, dans les jours à venir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de m'autoriser à signer cette convention, d'approuver la convention et m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci à vous. La délibération d'après concerne les tarifs scolaires et je donne la parole à Jean Reynaud. Monsieur le maire, donc les tarifs actuels en vigueur ont été votés donc, lors de la délibération du 21 juin 2022, en application du 1er septembre 2022. Il a été constaté depuis une hausse de l'indice du prix de la consommation de 5,28% sur la période de mai 2022 à juillet 2023 et une hausse du tarif refacturé par notre prestataire de 11,86% par un avenant du 30 août 2023. Donc, il est donc proposé d'actualiser et d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er octobre 2023. Donc, pour les fontanillois au coefficient inférieur ou égal à 690, 2,21 €. Au coefficient supérieur à 691, 2,26 € et pour les extérieurs, 2,55 € pour les créneaux de garderie du matin. Pour la cantine, donc pour les fontanillois, les coefficients inférieurs ou égal à 690, 3,94 €. Coefficient supérieur à 691, 5,42 € et pour les extérieurs, 8,10 €. Pour la pause méridienne, pour les paniers repas PAI, donc pour les fontanillois, donc pareil pour les coefficients inférieurs à 690, 1,42 € et supérieurs à un coefficient de 691, 1,98 € et pour les extérieurs, 2,83 €. Il est aussi indiqué que 36% du tarif pratiqué correspond à l'animation, c'est-à-dire la part pouvant être déclarée en frais de garde au titre de la déclaration des impôts sur les revenus. Donc voilà, pour les nouveaux tarifs qu'on veut mettre en place. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Oui. c'est 36% du tarif pratiqué, c'est sur la cantine et sur la pause méridienne, pas sur le créneau de garderie. Alors ça, c'est 36%, ça concerne le repas. Pour le repas, C'est Sur pour la les... cantine et Oui, sur, oui, parce que bah, le comme reste, c'est libéré, on a 100%. l'impression que c'est sur Oui. les 3 tranches. Non, pour la Ouais, cantine. ouais. Oui, on pourrait peut-être le préciser pour que ce soit plus clair, je suis Les d'accord. parents, c'est C'est communiqué, il me semble, chaque
année. Dans le On journal reçoit- Fontanillois, je crois, on l'avait Non, déclaré, puis on l'avait je mis crois une qu'on fois. reçoit un Et document. puis un document aussi, On normalement, reçoit pour un les document. impôts. Et on peut le remettre dans le journal Fontanillois aussi. On pourrait peut-être une information, je sais pas. On va voir. Au moment où les gens font leur déclaration. Ah oui, c'est là, oui. Bon, c'est marqué à plusieurs endroits. Voilà. On rajoutera. Il est indiqué que 36% du tarif pratiqué à la cantine correspond à la part animation. Puisque c'est cette part qui est déductible des impôts et pas le repas en lui-même. Vous aurez remarqué que le tarif des Fontanillois pour un coefficient supérieur à 691 est de 5,42 €. Vous avez peut-être pu lire dans la presse qu'à Mélan, c'est 12 €. Voilà, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons maintenant le renouvellement de la convention triennale entre la commune du Fontanil-Cornillon et la MJC. Je donne la parole à Jean Reynaud. Merci. Donc, il est proposé de renouveler la convention entre la commune et l'association la MJC. Donc, la présente convention a pour objet de préciser les objectifs de l'association, s'engage à poursuivre dans le cadre de son objet statutaire et la contribution que la commune s'engage à apporter pour en permettre la réalisation sous réserve de l'inscription des crédits correspondant au budget des exercices concernés. Donc, elle est conclue pour une durée triennale de 3 ans. Donc, voilà, à partir de 2023. Donc, vous avez la convention qui est ci-après. Voilà. Merci. Est-ce que ça a apporté des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération d'après est une modification du tableau des emplois avec la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet, 31 heures hebdomadaires, en étant précisé que ça concerne l'organisation du service scolaire-entretien. Donc ce poste serait créé à compter du 1er octobre 2023. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. Et la dernière est également une modification des emplois, du tableau des emplois, mais là, c'est des suppressions de postes. Et rappelez que nous avons consulté le comité social territorial le 12 septembre 2023 et qui a donné un avis. Les 3 postes à supprimer sont un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet, 31 heures, à compter du 1er octobre, en adjoint technique territorial à temps complet, toujours à compter du 1er octobre, et un adjoint du patrimoine à temps non complet, 27 heures, à compter également du 1er octobre. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons fait le tour des délibérations. Il me reste à vous faire lecture pour vous rapporter une décision administrative qui a été prise. On l'a abordé indirectement tout à l'heure, puisque c'est un avenant au marché de fourniture de services pour la livraison de repas en liaison froide au restaurant du groupe scolaire. Dire qu'une consultation en procédure adaptée a été lancée le 15 mars 2022, que nous avions attribué le marché à la société SHCB pour une durée de 2 ans avec un prix de repas à 2,95 € hors taxe, mais qu'une récente circulaire de la Première ministre en date du 29 novembre 2022 adressée à l'ensemble des acheteurs publics demande la prise en compte de l'évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration. Donc nous avions, on avait déjà été sollicité par la société SHCB dès l'année dernière. On a dit qu'on venait signer le marché et que c'était quand même un petit peu tôt pour déjà réviser les prix. Et puis on a de nouveau été ressollicité et du coup là cette fois on a décidé bien entendu de répondre aux prérogatives, enfin aux indications de la circulaire ministérielle. Et donc nous allons réévaluer les prix en sachant qu'on a fait une consultation
la commission MAPA par mail, exceptionnellement, le 25 août, puisqu'on a dû faire tout ça pendant la période estivale. Donc, le montant de l'avenant numéro 1, il est proposé de réévaluer le prix du repas de 35 centimes € hors taxe, soit une hausse de 11,86%, ce qui nous amène à un prix de repas hors taxe de 3,30 € et un montant TTC de repas de 3,48 €. Et c'est une décision qui a été prise le 5 septembre. Voilà, merci à tous. L'ordre du jour étant maintenant épuisé, juste s'il y a des questions et des interventions des conseillers municipaux. Alors, il n'y en a qu'un. Enfin, on va enlever celui qui est. Et c'est vrai qu'on va en mettre un avec double panneau, mais sur le même mât, d'ici fin octobre. Ça a été un peu retardé, mais les pauses fin octobre, je ne sais plus si c'est mi-octobre ou fin octobre. Voilà. C'est en cours. Pas d'autres questions, pas d'autres interventions. Eh bien, il me reste à vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée et au prochain conseil municipal qui aura lieu fin novembre. Merci à tous.